Bonjour Dov Maimon. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute à Jérusalem et vous conseillez les autorités israéliennes depuis maintenant plusieurs années sur la diaspora juive de France en particulier. Bonjour également à Didier Long et bienvenue. Bonjour. Sur Radio J. Vous êtes expert en stratégie numérique et tous les deux, Didier Long et Dov Maimon, vous faites paraître un livre qui fait débat depuis sa sortie. Il a pour titre La fin des Juifs de France, livre qui paraît aux éditions du Cherche Midi. Je précise que c'est un titre sous forme de question. Quand on vous lit néanmoins, on comprend assez vite que vous êtes assez pessimiste sur la pérennité de la communauté juive de France. Qu'est-ce qui alimente, selon vous, ce constat qu'on pourrait qualifier parfois d'assez alarmiste? Je ne sais pas qui veut démarrer. Dov Maimon, peut-être? Je vais résumer le livre en 3 phrases. Comme ça, tout le monde... Vous comme pouvez si ne on pas a acheter... un beau quart d'heure de... Voilà. Non, c'est très bien, on va prendre le temps, mais je vais résumer pour qu'on puisse aller le plus loin. En vérité, c'est extrêmement simple. La sécurité des Juifs, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a fait un état des lieux de la menace. Tout simplement, quartier par quartier, on a regardé les différentes sortes de menaces. Est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux? C'est-à-dire que toute personne qui veut se décider, puisque la question est dans l'air du temps, chez les Juifs de France, donc on a dit, on voudrait que les gens aient des éléments pour pouvoir juger sur pièce. Donc on a mis les éléments, tout a été validé, et par le Jewish People Policy Institute, on a 50 chercheurs qui connaissent bien le sujet dans tous les domaines, et puis et aussi par notre éditeur, et puis par toutes sortes, et par notre propre travail, bien entendu. Nos interviews sur le et terrain, on a fait 300 interviews, des magistrats, des gens du renseignement français, des gens du renseignement israélien, des leaders religieux, des juifs, des musulmans, des imams, des grands flics, la DGSI, DGSE, un peu partout. Donc on a essayé de faire quelque chose. Mais résumé en 3 phrases. Premièrement, la sécurité des Juifs dépend des politiques. Ça veut dire que les policiers vont agir suivant la politique des pouvoirs publics. C'est les politiques qui décident. Et les politiques dépendent de la démographie. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, il y a des fois un poids démographique d'une certaine population qui fait que les gens vont avoir plus ou moins de chance. Je vais expliquer un instant. Ça veut dire qu'en fait, étant donné qu'on a trouvé, avec quelles que soient les façons, on a fait beaucoup de travail, on a une équipe de démographes au Jewish People Policy Institute, bien entendu. On est arrivé, combien il y a de juifs, combien On va de y revenir musulmans? dans un instant. Bien sûr, mais je dis simplement, on est arrivé à 20-25 fois plus de musulmans, et que malheureusement, chez les musulmans, 28% des jeunes et 50%, 38% de la population musulmane et 50% chez les jeunes ont des sentiments, sont radicalisés, ont des sentiments extrêmement violents envers les juifs. Donc, si on comprend ça, c'est que dans une mairie, on a beaucoup de musulmans, 20 fois plus de musulmans. Et ce qui se passe pour les Juifs, la sécurité, la situation des Juifs, l'avenir des Juifs va dépendre de ce que fait la mairie ou voire l'État. On verra ça, on questionnera ces thèses dans quelques instants. Didier Long, peut-être sur une sorte de panorama un peu général sur cette thèse, cette idée d'un avenir des Juifs qui serait compromis en France. L'avenir des Juifs en France est compliqué. Peut-être pas compromis, mais très compliqué. Notre idée, nous, c'est pas de dire que c'est la fin des Juifs de France. Notre idée, c'est de dire quels sont les obstacles et de les quantifier, c'est-à-dire de savoir, en analysant sur le terrain, en prenant des rapports de renseignement, de savoir quelle est la situation. Tant qu'on n'a pas fait un point réel sur la situation, on ne sait pas quelles sont nos chances et surtout, on ne sait pas quelle politique développer, sur quel levier appuyer. Et l'enjeu n'est pas pour les Juifs, parce que les gens juifs, finalement, sont le canari de la mine. Vous savez, au 19e siècle, vous rappelez à la fin du livre. Il y avait ce canari, quand il mourait, et là, les Juifs ont arrêté de chanter. Donc tout de même, les gens sur le terrain, ils savent très bien, à chaque fois qu'on va dans une communauté, tout le monde nous dit, c'est d'abord les gens qu'on a interviewés. Au début, on arrive et ils nous disent, ici, tout va bien, mais vous devriez les voir à côté. Bon. Et en fait, c'est un peu comme dans le film La Haine, vous savez, c'est le type qui tombe d'un gratte-ciel et à chaque étage, il dit, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a un sentiment d'inquiétude un peu généralisé que vous avez retrouvé sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vous disent tout va bien, mais le problème c'est la chute. Et ils disent, mais de toute manière, peut-être que nous on finira certainement pas notre vie ici, et nos enfants, il n'y a aucune chance. Alors, page 175, vous citiez la conclusion avec cette fameuse histoire du canari. Vous écrivez, je vous cite, « Nombreux sont les Juifs qui veulent croire que la France va se réveiller, les protéger et manifester à leur côté et s'indigner à l'Assemblée, dans les banlieues aussi, partout. » Je saute un peu, mais si la France en reste aux mots et ne défend pas ses Juifs, alors son histoire s'écrira sans les Juifs. Est-ce que vous diriez tous les deux que l'isolement des Juifs français s'est non seulement accru depuis le 7 octobre 2023, mais qu'il rend aussi à terme leur présence dans le pays beaucoup plus aléatoire, et notamment à l'actualité au Proche-Orient? Dov, Maimon et Didier Long, vous gardez la main. Il y a un double mouvement. On parlait hier avec Yonatan Arfi, qui est un ami à nous. Président du CRIF. Et Yonatan, il disait, finalement, la force depuis le 7 octobre, c'est que tout le monde, en fait, s'est senti plein de gens se sont sentis plus juifs, donc la communauté, elle est plus forte. Et ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai, il y a des gens qui ont retrouvé leur judaïsme. Et en même temps qu'ils enlevaient le... Mais c'est un double sentiment. En même temps qu'ils retrouvaient leur judaïsme, ils enlevaient la mezouza et ils ont changé leur nom sur la boîte aux lettres. Et leur abonnement Uber, il s'appelait Maxime au lieu de s'appeler Moshe. Pour certains, en tout cas. Ouais. Pour beaucoup. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on a ce double sentiment chez les Juifs. Et c'est évident que ce qui pousse, en fait, l'Alia... Et attention, hein, nous, on ne pousse pas l'Alia. Il n'y a pas de solution en Israël. Hein. Allons directement aux choses. Il n'y a pas de solution en Israël. Donc, ce qui pousse l'Alia, c'est évidemment les actes antisémites. Et ces actes antisémites, ben, tout le monde le sait, ils ont explosé. Notamment dans les 3 mois, explosion de ces chiffres-là, plus de 1000% dans les 3 mois qui ont suivi. Plus de 1000% dans les 3 mois, et ensuite, ça continuait quand même, puisqu'on a tous les chiffres en fait, que vous connaissez de l'American Jewish Committee et de l'IFOP, donc qui donne tout ça. Oui, je voudrais dire que il y a véritablement une dissonance cognitive. Ça veut dire qu'on a une vitalité qui s'est accrue des 20 dernières années. Beaucoup de Juifs sont... Alors que depuis le début de l'émancipation, chaque génération était plus assimilée, plus intégrée, plus loin, plus de mariage mixte. Et là, depuis 20 ans, les Juifs sont plus religieux que leurs parents, plus rapprochent de la communauté qu'eux-mêmes il y a 20 ans. Et donc, on a un phénomène de vitalité. En fait, chaque fois qu'on a une crise, et c'est complètement une dissonance avec ce qu'on voit, puisqu'on est en train de dire il y a un danger. D'un autre côté, maintenant, la vitalité est très forte. En vérité, la vitalité n'est pas garantie de pérennité, puisque c'est la sécurité qui dépend. D'accord, c'est un peu plus compliqué, c'est pas tout à fait ça. Alors maintenant, comment on explique ce genre de choses? C'est qu'en fait, quand il y a de l'antisémitisme, il y a une polarisation. Une partie des Juifs vont diminuer leur profil juif, surtout les jeunes dans les universités, partout, ils vont essayer d'éviter de montrer qu'ils sont juifs parce que c'est insupportable, c'est très dur à soutenir, bien entendu. Et puis une partie va se rassembler, ceux qui ne peuvent pas cacher. Alors ils font leur coming out et ils sont rattrapés par leur identité. Et dans le monde entier, puisque j'ai surveillé ça sur les 5 continents, on a des communautés ont grandi de 30% à peu près. Donc on a un phénomène de vitalisation de la communauté à cause du 7 octobre. Donc on a un phénomène, le 7 octobre, on aurait pu croire que les gens auraient de la pitié, de l'empathie et qu'il y aurait moins de violence contre eux. Au contraire, ça a développé encore plus une forme de mimétisme et on a envie de le faire puisqu'aujourd'hui on parle du procès qu'on vient d'entendre sur vos antennes du viol collectif de la fillette de Courbevoie. Et ben c'est du mimétisme du 7 octobre. Sarah Halimi, homejacking, c'est du mimétisme. Tout ça, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes pratiques que font les islamistes dans tous les pays où ils sont passés. La commissaire de police du 9-3 nous disait, de toute manière, on parle de cette petite fille donc qu'il est arrivé tant de malheur, quoi. Il disait, ça nous a surpris et choqué, parce que c'est une phrase choquante, il a dit, mais le 7 octobre, il a déjà commencé en France. Il a commencé à Courbevoie, il nous a dit, et il ne s'arrêtera pas. Et il a dit, préparez-vous. Et des gens très pondérés, donc ça c'est la police, mais des gens très pondérés, comme Dominique Régnier, donc qui est la Fondapol, il a fait l'anniversaire de la Fondapol en disant l'antisémitisme est devant nous, pas derrière nous. Sur la communauté juive elle-même, il faut savoir quand même que sur les 440 000 qu'on a comptés, il y en a 60% qui sont complètement hors institution. Donc, les autres sont regroupés, quelque part ghettoisés, c'est-à-dire que le 17e, 25% de juifs, le 16e arrondissement, le 20e, ça. Des déplacements internes des donc, il y a des déplacements internes et déjà une ghettoisation qui donne cette impression. Mais la réalité qu'on a par Sergio de la Pergola, d'ailleurs, c'est qu'entre 60 et 80 000 juifs ont quitté la France, c'est-à-dire à peu près 20% de la communauté, dans les 25 dernières années. Vous parliez tout à l'heure de Jonathan Arfi, le président du CRIF. Est-ce que votre évaluation est selon vous partagée par les représentants des institutions juives? Est-ce qu'il y a aussi parfois une forme de dissonance cognitive qui peut être perçue par certains juifs sur l'évaluation de la situation? Je suis un ami de Raïm Korsia et je suis aussi un ami de Jonathan. Franchement, je voudrais dire aux juifs qu'il ne faut pas qu'on transpose cette espèce d'élite bashing qu'il y a un peu partout. Donc ces gars-là, Raïm, Jonathan, ils sont prêts des pouvoirs, ils essaient de dire une parole pour les juifs, ils essaient de défendre les juifs, de faire qu'ils puissent passer leurs examens. Donc nous, on pense que ces gars font leur boulot. Donc on va pas vous dire non. Par contre, nous, on peut dire des choses que eux ne peuvent pas dire. Eux, ils sont dans les institutions. Mais est-ce que pour autant ils partagent votre évaluation qui est, faut le dire, très alarmiste sur la situation? Il ne faut pas cacher aussi le constat que vous développez. Je pense qu'ils sont tout à fait d'accord sur tous les chiffres, mais ils n'ont pas la même réponse. La réponse de Raïm, c'est dire oui, mais on doit espérer. Et c'est normal que le grand rabbin de France vous dise on doit espérer. Jonathan, il dit oui, mais on se renforce en même temps avec les mêmes arguments pour dire tout l'inverse, on se renforce. C'est ce qu'il nous a dit hier. Jonathan va dire on ne partira pas
on ne nous chassera pas, on nous dit rentrez chez vous, mais nous on est chez nous ici, on restera là. Bon, donc c'est un discours normal de quelqu'un qui défend et qui est dans son rôle. Moi mon rôle c'est pas de dire quoi faire, je suis juste donner un miroir. On a voulu donner un miroir pour que les gens pensent avec les yeux ouverts et pas avec les yeux fermés, plus que la France, comme stratégie, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait expliquer, n'a pas de baromètre. Ça veut dire, on ne sait pas combien il y a de musulmans, on ne sait pas combien il y a de juifs. Est-ce que c'est le seul indicateur? Et ça veut dire, je termine, Steve, je dis simplement, c'est que il est impossible, j'enseigne à l'ENA israélien, donc je connais comment on fait, on ne peut pas faire de politique d'une société sans avoir de chiffres pour savoir si ce qu'on va faire, il y a plus d'intégration, il y a moins d'intégration. Comme on n'a pas de chiffres, on a cassé le thermomètre, donc on dit on fait déjà plein de choses, mais est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que ça marche? Est-ce que on s'aperçoit dans notre étude, par exemple, on s'aperçoit que les gens, plus ils sont éduqués, plus ils sont diplômés, plus ils sont intégrés chez les musulmans, plus ils sont radicalisés. Et plus ils sont radicalisés, plus ils ont des sentiments antisémites. Alors vous mettez également en avant une sorte de corrélation qui avait été appuyé par la Fondapol sur le degré de religiosité qui était parallèle à une forme de diffusion de clichés, de stéréotypes et de préjugés antisémites. Je voudrais revenir sur la question des pouvoirs publics qui me semble particulièrement importante. Vous parliez tout à l'heure du statut de minorité qui est fondamental dans l'histoire des Juifs de la diaspora. Vous êtes très sévère dans le livre sur les pouvoirs publics, dans la manière qui, selon vous, traite de manière très irénique parfois la question de l'islamisme. Vous reconnaissez que les pouvoirs publics font du mieux possible pour sécuriser les Juifs face aux menaces, mais qu'ils ne perçoivent pas la nature de la menace et ne s'y attellent pas correctement. Alors, attention. Pouvoir public, qu'est-ce qu'on dit? Dans l'État, il y a l'administration et il y a les politiques. Les politiques passent, l'administration reste. L'administration, tous les grands flics qu'on a interviewés, les juges antiterroristes qu'on a interviewés, les agents de la DGSI, de la direction des renseignements territoriaux, etc. Mais ils savent tout ça. Ils savent par cœur. Vous écrivez que le ministère de l'Intérieur on a l'impression en l'écoutant qu'il découvre les faits, ce qui est un peu excessif. Il est ministre de l'Intérieur. Il n'est pas préfet de police de Paris. Donc, forcément, s'il est ministre de l'Intérieur, il ne peut pas vous dire, comme avait fait François Bayrou, il y a 9 millions de musulmans en France, et puis ensuite, il se rattrape. Mais on devrait se dire la réalité, si on veut intégrer ces gars. Nous, on aime les musulmans, il y en a 72% qui ne sont pas radicalisés, c'est ça. Si on retourne le sablier, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, ces gars-là... Mais est-ce que c'est le seul indicateur? Pardonnez-moi, j'ai été un peu surpris, et vous l'exprimez d'ailleurs très vite, c'est intéressant dans le début du deuxième chapitre. Le premier chapitre porte sur les Juifs de France, leur situation démographique. Il est suivi par un chapitre qui porte sur la situation des musulmans. Pourquoi avoir voulu lier les deux, comme si l'avenir des Juifs de France était strictement dépendant de l'évolution des musulmans? Je vais répondre. Bon, vous savez que j'ai créé 50 groupes de dialogue avec des musulmans, j'ai travaillé 10 ans sur ce domaine, je suis chargé des relations avec le monde arabe, donc je connais bien le monde arabe, bien le monde musulman. On a des gens dans nos équipes qui surveillent ce qu'ils disent dans toutes les langues, on sait comment fonctionnent les islamistes, etc. Donc on n'a pas de ressentiment. Avec les musulmans, on pense que l'islam est une chance pour le monde et qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. D'accord? Sauf qu'il se trouve qu'en France et dans le monde entier, je vous le dis ici, comme je l'ai dit à Bruxelles ou à Washington ou au Conseil des ministres israéliens, il y a une corrélation entre le pourcentage de musulmans dans une ville et le nombre d'incidents antisémites. C'est simplement comme ça. On prend l'exemple de Créteil. Avant, c'était une certaine situation. Quand on a créé la nouvelle mosquée de Créteil, à ce moment-là, alors qu'au Créteil, on avait tous ces restaurants cachers autour du lac et les gens se promenaient, etc. La mosquée a été créée, une force musulmane s'est installée de plus en plus, les Juifs se sont sentis marginalisés, voire ont commencé à se cacher, les restaurants sont fermés, les Juifs sont plus du tout dans la même situation. Donc, il est évident que la variable d'ajustement en France, qui est la plus importante, c'est pas forcément la même chose aux États-Unis, puisque là-bas c'est les suprémacistes blancs, c'est d'autres choses, c'est la gauche de la gauche, etc. Les acteurs plutôt du Hamas, les acteurs de l'Iran, etc. En France, on a aussi tout ça, mais ici, l'acteur principal, marginal, je dirais essentiel, qui va déterminer l'avenir, la variable qu'il faut surveiller en particulier, la variable centrale, c'est le nombre de musulmans et le nombre de musulmans radicalisés. Pardon, un petit peu caricatural, un petit peu dangereux de résumer la présence démographique des musulmans à l'action dangereuse des islamistes. Attention. On distingue bien dans notre livre, on dit que la question musulmane n'est pas une question dans le 16e arrondissement de Paris, dans le 19e, peut-être dans le 19e. Ce qui se passe, ce qu'on dit, nous, c'est que on a deux populations juives finalement. On a une population juive de 150 000 personnes à peu près, donc on les a calculées,
qui se trouvent à Marseille, donc 20 000, 12 000 à Sarcelles, 20 000 à Créteil, 50 000 à Marseille, 10 000 à Toulouse, 15 000 à Strasbourg. Prenons Strasbourg, Sarcelles ou Marseille, on a des gens, des présidents de communautés qui nous disent, bon, ben, moi j'ai un problème, c'est que ma mère, le maire, en fait, qui soi-disant est socialiste, a fait élire un député LFI, alors qu'il raconte à Sarcelles qu'il est évident qu'il est complètement PS, etc. C'est pas vrai, il a écrit une lettre pour faire élire un député LFI. Et ces gens-là sont élus, ont besoin, la gauche, toute la gauche dans la ceinture parisienne, a besoin des voix islamistes pour être élus. Donc ces gens-là, ces communautés juives qui sont petites, qui sont resserrées, qui sont devenues souvent très religieuses, qui sont vieilles, oui, qui ont à 35% n'ont pas les moyens d'aller en Israël ou simplement de partir, parce qu'ils vivent au minima sociaux et qu'il n'y a pas d'HLM en Israël et qu'il n'y aura pas de minima sociaux et rien du tout, et qu'ils auront 3 boulots là où ils en ont qu'un en France. Eh bien, ces communautés juives, ces juifs-là de banlieue, à Strasbourg, à Marseille, à Sarcelles, à Toulouse, ils se retrouvent face à des communautés islamistes et à des mouvements islamistes. Ils ont l'impression que ça va bien, mais quand vous interrogez les responsables de communauté, mais quand ils vous parlent, ils vous disent non. À Sarcelles, par exemple, cette nuit, la mosquée, la synagogue s'est fait allumer par un jet de grenade d'artifice. Voilà. Donc, et les juges antiterroristes nous ont dit, de toute manière, le but des frères musulmans qui sont là et qui sont là de manière présente, on a quand même 37% des musulmans, des 9 millions de musulmans, donc 3 millions de personnes qui sont des sympathisants des frères musulmans. On a 28% des musulmans et 50% chez les jeunes qui veulent la charia, c'est tout. Puis tout ça a loupé pour eux, il faut le comprendre. Vous seriez à leur place. C'est du livre qui consacrait justement à l'entrisme. Et donc ces gens-là, ils sont. Et est-ce que nous ont dit les juges antiterroristes? Est-ce qu'ils disent eux-mêmes? Leur but, c'est pas les juifs. Leur but, c'est l'État. Leur cible, c'est l'État. Sauf que les juifs sont dans la ligne de mire. Parce qu'il y a un agenda tactique, on fait des sourires à tout le monde, on se balade en costume cravate, mais il y a un agenda stratégique, tactique. Donc on est gentil, à Sarcelles on offre des fleurs, on est copain avec les gens de la synagogue, on est là pour soulever le maire sur sa chaise quand il est élu, le patron des frères musulmans turcs, on fédère tous les musulmans du coin pour la mairie, etc. La réalité, c'est que l'agenda stratégique des frères musulmans, partout dans le monde, nous disent les juges antiterroristes, c'est de prendre l'État. C'est pas de faire des... C'est une forme de contre-société. C'est une contre-société qui monte par le bas, qui fait des groupes de femmes et puis qui finalement après leur dit de se voiler. Ils sont très bons au niveau du social. Il faut attention. Si vous étiez là-bas, vous iriez là parce que le social il marche, parce que l'État a reculé tout simplement. Donc les Juifs ils se retrouvent dans un lieu où l'État a reculé et vous vous trouvez dans une société qui. Mais je voudrais rebondir sur cette idée. Pour conclure, Dov Maimon, il nous reste 30 secondes. Il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des islamistes. Les islamistes ont détruit l'Algérie. 150 000 morts, ils ont détruit la Libye. C'est d'abord les premiers visés, c'est les musulmans eux-mêmes. Donc il faut savoir que si on parle tellement des islamistes, et on sait bien faire la différence, c'est qu'il y a une situation que ces islamistes peuvent faire beaucoup de mal. Leur but, c'est de prendre l'État en France, et les juifs sont une variable c'est un révélateur de dysfonctionnement. La France peut se remettre en route, la France peut prendre des décisions, il faut que l'État prenne en charge, c'est pas semblant, il suffit pas de surveiller les synagogues, on peut pas surveiller tout chaque hyper-cachère et chaque juif, il faut repenser complètement de ce qu'a fait le gouvernement par rapport à la vision des juifs. On invite le gouvernement, bien entendu, à lire ce livre, à prendre les conclusions qui s'imposent. Merci beaucoup, Dov Maimon et Didier Long, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre livre, La fin des Juifs de France, est publié aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. À très bientôt sur Radio J. Merci à tous.